Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, nos journalistes Elisa Denise et Tarek Daoud se sont intéressés à la dernière charcuterie d'Istanbul, un business qui dépérit dû aux réglementations de plus en plus strictes. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Jean Marcoux, professeur à Sciences Po Grenoble, chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul et donc spécialiste de la Turquie. Jean Marcoux, bonjour. Bonjour. Alors ce déclin des charcuteries dont on parle dans notre article, c'est une conséquence d'une politique d'islamisation du pays. Comment est-ce qu'elle est perçue, cette islamisation, dans un pays laïque? Alors, je crois qu'il faut quand même nuancer sur le déclin des charcuteries d'Istanbul que vous avez pu observer, parce que bien qu'effectivement la République de Turquie, créée en 1923 par Mustafa Kemal Atatürk, ait été une république laïque, malgré tout, la consommation de porc n'était pas quelque chose d'usuel, même à une période où l'AKP n'était pas très influente. Et je dirais que cette consommation de porc a été longtemps réservée en fait aux minoritaires, mais qui sont quand même depuis la République relativement minoritaire, puisqu'aujourd'hui il ne s'agit plus que de quelques dizaines de milliers de personnes. Je veux parler essentiellement des minorités reconnues par le traité de Lausanne, à savoir en particulier pour les consommateurs de porc, les Arméniens et les Grecs orthodoxes, la troisième étant la minorité juive, mais elle également consommant peu de porc, mis à part une partie peut-être de sa frange moins pratiquante. Mais pour l'essentiel, effectivement, le reste de la population turque, et en particulier population musulmane, en tout cas d'origine musulmane, de culture musulmane, consommaient peu de porc, même d'ailleurs quand les gens n'étaient pas véritablement des pratiquants convaincus, il n'y avait pas de tradition vraiment de consommer du porc. Et dans cette population turque musulmane ou de culture musulmane, la consommation de porc généralement était le fait d'une minorité essentiellement d'intellectuels, d'universitaires, de gens ayant l'habitude de voyager et notamment de venir en Europe et d'apprécier la culture culinaire européenne. Donc, il est possible que effectivement la consommation de porc, bien évidemment, soit à l'heure actuelle remise en cause ou gênée par les mesures prises par l'AKP ou l'évolution de la société turque. Mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas avoir, je dirais, cette idée qu'avant l'AKP, on consommait massivement du porc en Turquie et que d'un seul coup, du fait de l'AKP, on ne consomme plus de porc. En réalité, je pense que les mesures de l'AKP, probablement, gênent les charcutiers d'Istanbul, mais qu'en même temps, auparavant, la culture du porc était le fait d'une minorité. Alors, mais cette politique d'islamisation, ça ne concerne pas non plus que des restrictions dans la filière porcine. Donc, comment les autres mesures de cette politique-là sont perçues? Alors je crois que au-delà d'une politique d'islamisation, il y a eu une évolution, je dirais, de la société turque, une transformation de la société turque, qui, à l'époque de la République, était une société finalement où il y avait une minorité de gens qui habitaient dans les villes et qui étaient souvent très liés effectivement à l'élite des cadres kémalistes, donc laïcs, et puis la plus grande partie de la population qui habitait dans les campagnes. Et il y a eu une évolution au cours des dernières décennies, en particulier dans les dernières décennies du XXe siècle, où la Turquie est devenue un pays majoritairement urbain. Ce pays majoritairement urbain, à l'heure actuelle, probablement plus de 60, près de 75-80% de la population habite dans des villes, et en particulier dans des grandes métropoles. Il y a à l'heure actuelle environ
une trentaine de villes qui ont un statut de métropole en Turquie, ce qui fait qu'en réalité, d'une certaine manière, c'est un pays qui est plus urbanisé que beaucoup de pays européens. Mais dans le même temps, je dirais que le phénomène métropolitain s'est accompagné d'un phénomène social qui est l'arrivée de ces couches rurales dans les villes qui ont donc se sont modernisées assez rapidement tout en conservant en réalité leur tradition musulmane. Et je dirais que l'AKP est très largement politiquement le produit de cette évolution sociale de fond, c'est-à-dire d'une population qui, dans les villes, s'est sentie souvent ostracisée en quelque sorte par les élites laïques et qui a fini justement par devenir majoritaire sur le plan politique et par développer, soutenir ce gouvernement de l'AKP. L'AKP est en fait, il faut le dire aussi, une formation politique qui a beaucoup changé, je dirais, en l'espace de 15 ans maintenant, c'est-à-dire depuis 2002, depuis l'année où cette formation est devenue majoritaire, parce que à l'origine, finalement, l'arrivée de l'AKP au pouvoir a été, je dirais, un moment d'ouverture politique, dans la mesure où la société turque était en crise. On avait régulièrement des coups d'État, finalement une difficulté à avoir un régime véritablement représentatif, en tout cas un régime qui était contesté finalement par la population, des populations qui votaient d'une certaine manière et finalement l'armée qui recadrait régulièrement ce régime politique. Et au départ, l'AKP un petit peu apparaissait comme finalement un parti conservateur, composé d'ailleurs à l'origine d'islamistes, d'un noyau islamiste bien évidemment, mais apparaissait comme un parti surtout conservateur, qui peut-être allait réconcilier un petit peu ces différentes tendances de la société turque, et en particulier les élites laïques et le reste de la population. En réalité, je dirais que ce n'est pas tout à fait ce qui s'est produit. Et bon, par la force des choses, l'AKP, de toute manière, était un parti, malgré tout, de sensibilité religieuse, même s'il ne se disait pas islamiste, un parti conservateur. Je ne sais pas, un peu comme peuvent l'être en France les partis de droite qui sont attachés à la religion, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils voyaient surtout dans la religion aussi le moyen de maintenir un certain ordre social, hein, d'avoir finalement maintenir des valeurs comme les valeurs familiales, le père de famille, les enfants qui obéissent aux parents. Hein. Et je dirais que par la force des choses, si vous voulez, le fait que ce parti soit développé, soit devenu majoritaire, a ramené ces valeurs dans la société turque, et en particulier des valeurs religieuses, des valeurs d'ordre également. Et cela s'est doublé depuis quelques années d'un phénomène qui n'est pas proprement parlé religieux, mais qui est un phénomène d'autoritarisme, hein, autoritarisme autour de la personne du président et de l'uniformisation en quelque sorte de ce parti. Donc il y a eu un retour dans la société turque des valeurs religieuses au cours des deux dernières décennies, dirons-nous, qui s'est accentué fortement depuis la prise de pouvoir de l'AKP, même si vous voulez, même la dernière révision constitutionnelle, malgré tout, n'a pas remis en cause le principe, théoriquement, le principe de laïcité qui est proclamé par la Constitution. Mais je crois que ce principe, bon, il faut bien voir comment il a évolué dans la société turque. Même à l'époque de la République, ce principe impliquait une laïcité différente de la laïcité qu'on a pu avoir en France. Vous parlez de l'époque d'Atatürk, du coup ? Voilà, l'époque d'Atatürk, puisque la laïcité telle qu'elle a été créée par Atatürk était surtout
là, le contrôle de la religion majoritaire, hein, c'est-à-dire de l'islam sunnite hanéfite, par l'État, hein, et qui est un contrôle étroit, puisque il y a une direction des affaires religieuses, et cette direction des affaires religieuses organise en fait la pratique du culte. Les imams sont des fonctionnaires salariés par l'État, les mosquées sont étroitement contrôlées par le régime, et les imams notamment ne peuvent pas parler comme ils le veulent. Le sermon du vendredi est publié sur Internet, donc il y a un contrôle étroit de la religion majoritaire. Et je dirais que probablement cette tendance kémaliste s'est malgré tout inscrite dans la tradition de l'Empire ottoman. Un grand problème des sultans ottomans, justement, était de contrôler la religion. Et il y avait des autorités d'État qui contrôlaient malgré tout la religion dans l'Empire ottoman. Donc peut-être qu'il y a eu une poursuite de cette tradition, même si la République kémaliste a été une république militant pour ce qu'elle appelait le progrès et même la civilisation, en référence à des valeurs de modernisation qui souvent étaient en fait des valeurs occidentales, et en tout cas des valeurs sécularisées, donc qui ont marginalisé, voire rejeté ce passé musulman et ottoman de la Turquie. Alors, mais il y avait cette direction des affaires religieuses, et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que cette direction des affaires religieuses, ce contrôle de l'État sur l'islam, était souvent perçu avant la prise de pouvoir de l'AKP comme finalement une institution républicaine, et d'une certaine manière comme une institution républicaine laïque, hein, qui faisait de cette direction des affaires religieuses une bureaucratie de contrôle de la religion. Et je me souviens qu'avant que l'AKP prenne le pouvoir, on disait finalement, si les islamistes prennent le pouvoir, ils feront disparaître cette institution parce qu'elle symbolise d'une certaine manière l'islam contrôlé par l'État, l'islam républicain, si vous voulez, l'islam national turc. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Au contraire, Recep Tayyip Erdogan a conservé cette direction des affaires religieuses. Simplement, il lui a donné, depuis qu'il exerce le pouvoir, et notamment au cours des dernières années, une dimension qui est beaucoup plus spirituelle. Avant, c'était surtout une grosse bureaucratie, finalement, d'État. Aujourd'hui, effectivement, cette direction des affaires religieuses se permet de faire des considérations sur la société, de cadrer, d'expliquer, de dire, par exemple, si se tenir par la main dans la rue avec son petit ami est haram ou non, d'expliquer qu'il faut faire telle chose ou telle chose qui est conforme à la religion. Et il y a effectivement le développement, particulièrement ces dernières années, depuis qu'Erdogan est devenu président de la République, d'une sorte de conservatisme moral, si vous voulez, peut-être plus que religieux, d'une sorte de conservatisme moral sur ce qu'il faut faire et ne pas faire, sur les émissions de télévision qui sont morales ou non, sur les attitudes dans la société qui sont morales ou non, qui participent, si vous voulez, de cette espèce de conservatisme religieux de l'AKP. Alors, parce que justement aussi ce fameux bureau des affaires religieuses là dont vous parliez a aussi pris position au moment notamment du référendum pour le oui, donc en faveur d'Erdogan. Est-ce que ça peut laisser à penser que les imams turcs seront amenés à avoir un rôle dans l'avenir de la Turquie? De toute manière, ils jouent déjà un rôle. Ce qu'il y a, c'est que l'AKP désormais contrôle étroitement cette direction des affaires religieuses, essaye de lui faire jouer un rôle, je dirais, qui est de contrôle social, si vous voulez, hein, qui était bon. Disons qu'auparavant, le rôle de contrôle social républicain était justement de limiter, hein, le développement de la religion, en tout cas de le contenir. Aujourd'hui, c'est de l'instrumentaliser et de lui faire jouer un rôle dans notamment ce qu'on considère comme une moralisation de la société, comme un cadrage, voilà, des générations, des jeunes générations, qui est beaucoup plus fort qu'auparavant, quoi. Alors, enfin, ça prend aussi
ça prend des formes différentes parce que même cette moralisation, enfin, sur certains aspects, ça restreint, on a l'impression, l'exercice démocratique. On pense au référendum, justement, où il y a une très forte campagne du oui, mais en l'occurrence, les partisans du non ont dû plutôt faire leur campagne sur les réseaux sociaux, à leur risque, parce que certains même ont pu être soit arrêtés ou ont perdu leur travail pour avoir pris position sur les réseaux. Donc est-ce que cette moralisation de la société, ce côté on vous dit comment bien se comporter, enfin là notamment on pense au référendum, ça prend un autre aspect. Cette moralisation de la société, ce traditionnalisme religieux est complémentaire d'autres choses, qui n'est d'ailleurs peut-être pas complètement nouveau dans la société turque et dans le régime politique turc, c'est l'autoritarisme. C'est-à-dire qu'il y a eu une croissance au cours des dernières années, réduction des libertés, atteinte à l'état de droit, réduction de la liberté de la presse, et puis réforme des institutions, hein, notamment par le biais de ce référendum du 16 avril dernier. Je dirais que là encore, il y a eu une évolution de l'AKP parce que l'AKP, lorsque l'AKP a pris le pouvoir, c'était l'époque où la Turquie essayait d'ouvrir des négociations avec l'Union européenne, en tout cas d'ouvrir officiellement des négociations avec l'Union européenne. Et pour ouvrir ces négociations, il fallait effectivement se mettre en règle, notamment au niveau des droits de l'homme, au niveau des droits politiques. Donc à l'époque, je dirais, les premières années de l'AKP ont été marquées, je dirais, par ces réformes constitutionnelles. Et je me souviens que d'ailleurs à cette époque-là, on parlait absolument pas de régime présidentiel. Lorsqu'on parlait de changement de la Constitution, on parlait plutôt d'essayer d'approfondir les droits. Et d'ailleurs, dans les premières années de l'AKP, il y a eu une disparition de la peine de mort, abrogation de la peine de mort, alors même qu'aujourd'hui l'AKP réclame sa remise en place. Hein. Donc il y a eu une évolution du régime politique et on parlait à cette époque-là, cette affaire de régime présidentiel n'était pas du tout à l'ordre du jour. Elle est arrivée à l'ordre du jour, finalement, à partir de 2011-2012, et encore, les choses se sont faites progressivement. Donc, si vous voulez, on a aujourd'hui, au travers de l'autoritarisme et d'un régime qui est en train de devenir une sorte de dictature avec un parti unique qui est de plus en plus centralisé, contrôlé, il y a un phénomène nouveau qui a accompagné en quelque sorte et qui clôture un peu cette moralisation de la société turque par effectivement ce référendum qui n'est d'ailleurs pas encore complètement mis en application puisqu'il faut attendre 2019, c'est-à-dire qu'on ait des élections législatives et des élections présidentielles pour que véritablement il rentre en application. Mais déjà, des mesures ont été adoptées ces derniers jours, hein, puisque la composition du Conseil supérieur de la magistrature turque a été effectivement transformée comme le prévoyait la réforme, et donc cela veut dire moins d'indépendance pour la justice, bien évidemment, qui déjà n'en avait pas beaucoup parce qu'elle avait été fortement réformée au cours des dernières années. Et ça veut dire déjà que aussi le président a pu réadhérer à un parti politique et qu'il va redevenir prochainement dans les jours qui viennent le leader de ce parti politique. Donc un régime politique qui effectivement désormais est beaucoup plus autoritaire qu'auparavant et qui finalement laissera peu de place au contre-pouvoir. Alors quand on regarde, on a un peu l'impression que le point de rupture, justement, le moment où la politique est devenue plus autoritaire, vous avez parlé de 2011-2012, mais il y avait aussi notamment 2013 avec le mouvement protestataire de Gezi. On a un peu l'impression que c'était le point de rupture. Est-ce qu'on sait déjà ce qu'il en reste de ce mouvement ? Oui, alors effectivement, je disais 2011, pourquoi? Parce que c'est un moment d'affaiblissement de l'armée, c'est
une nouvelle législature qui s'ouvre et qui va effectivement mettre à l'ordre du jour cette révision de la Constitution sur la présidentialisation. C'est aussi 2011, un moment clé à la fin de l'année. Il y a une frappe turque sur des villageois kurdes qui passaient la frontière en fraude, bon, parce qu'il y a régulièrement sur ces frontières de la contrebande. Alors, cette frappe qui a fait près d'une quarantaine de morts. On n'a jamais su effectivement si c'était une bavure ou si c'était quelque chose qui avait été véritablement décidé par l'armée, en tout cas par le gouvernement turc. Il y a eu toute une polémique et pour la première fois, en fait, sur la question kurde, on a vu véritablement l'AKP soutenir la position de l'armée, c'est-à-dire soutenir une position véritablement répressive, alors qu'auparavant, le plus souvent, quand il y avait des bavures de l'armée ou des incidents de ce type, souvent l'AKP disait ben, c'est pas de notre faute, c'est à cause de l'armée et il faut que justement transformer le pouvoir, le régime pour qu'on puisse aborder la question kurde de manière plus souple et plus ouverte. Et là, pour la première fois, on a vu vraiment l'AKP investir l'appareil d'État et justement soutenir la position des militaires en disant de toute manière, ces gens, que c'était des gens faisant partie du PKK ou pas, ils faisaient des choses illégales et donc ce qui leur est arrivé finalement, eh bien d'une certaine manière, et l'État en quelque sorte était dans son droit. Et ça, c'est la première fois qu'on voyait l'AKP faire ce genre de choses. Par la suite, comme vous le disiez, il y a eu effectivement les événements de Gezi, et ça c'est un moment aussi clé, parce que il y a eu effectivement l'ouverture des événements de Gezi, et donc les événements de Gezi, c'est des manifestations dans toute la Turquie pendant plusieurs semaines, hein, au mois de à partir de fin mai, mais on peut dire que ça dure quand même, il y a une effervescence qui dure par la suite pendant tout l'été. Mais il y a eu aussi une répression de ces événements, il ne faut pas l'oublier, quand même près d'une dizaine de morts hein, dans des affrontements, ou en tout cas la répression de la police, et par la suite des procès des manifestants. Donc, effectivement, il y a eu une sorte de tension qui s'est créée, une accélération de la bipolarisation, en quelque sorte, de la société turque. Parce que les événements de Gezi, c'était aussi peut-être la première fois que l'AKP était contestée, je pense. En tout cas, elle avait été contestée auparavant, mais c'était la première fois que le phénomène AKP, le gouvernement de l'AKP, était contesté finalement par un mouvement populaire. Alors qu'auparavant, je dirais, même les gens qui étaient critiques, n'en étaient pas venus à une opposition de ce type. Et donc, je crois que ça a créé un phénomène où, d'une part, l'AKP, il faut bien le voir, a été en son sein un peu, fractionné, le mot est fort, mais certains dirigeants de l'AKP n'ont pas approuvé complètement la gestion des événements de Gezi par le gouvernement. Notamment, on a senti une opposition entre le président de la République de l'époque, qui était Abdullah Gül, et Recep Tayyip Erdogan, et qui lui était pour une certaine ouverture, arbitrage, alors même que Recep Tayyip Erdogan, lui, a mené était pour la répression du mouvement et a présenté les manifestants littéralement comme des putschistes qui voulaient renverser le gouvernement. Vous savez, au même moment, il y a en Égypte le coup d'État et le renversement de Mohamed Morsi par l'armée. Et Recep Tayyip Erdogan s'appuie là-dessus en disant, vous voyez, ça a commencé par des manifestations comme à Gezi, et maintenant, quand on veut faire un putsch, eh bien, on fait des manifestations en mobilisant les gens avec Twitter, etc. Et donc, il a, de manière abusive, assimilé les manifestants, finalement, à des sortes de putschistes à l'égyptienne qui, finalement, voulaient renverser le régime, alors que ce n'était pas véritablement, bien évidemment, l'objectif de ce mouvement.
Donc, il y a eu, je crois, depuis cette période, dans la mesure où l'AKP s'est senti en quelque sorte menacée, il y a eu finalement progressivement une rigidification. Si vous voulez, on l'observe, l'année 2014, vous avez c'est également cette grande catastrophe de Soma, catastrophe minière en Égypte, qui fait près de 300 morts, avec des manifestations, là encore, anti-gouvernementales. C'est-à-dire quand Recep Tayyip Erdogan est venu à la suite de la catastrophe, il a été hué à Soma et des gens qui manifestaient contre lui ont été savatés par ses gardes du corps ou par ses collaborateurs. Donc on voyait là encore, si vous voulez, tension parce que l'AKP est contestée. Et la dernière contestation d'AKP, elle est venue en 2015, lorsque, alors même quand on regarde l'élection, il y a une certaine contestation de l'AKP quand on regarde l'élection d'Erdogan en 2014, parce que effectivement Erdogan gagne dès le premier tour, mais il gagne de manière finalement avec une majorité. Il s'attendait probablement à faire beaucoup plus et il gagne avec un peu plus de 51% des voix, ce qui a été son score d'ailleurs pour le référendum, le score du oui au référendum, au dernier référendum. Et donc là encore, il se dit, bah voilà, ma majorité n'est pas extensible à l'extrême. Et puis surtout, la contestation, elle est venue électoralement un an plus tard avec les élections législatives de 2015. Et là encore, les élections présidentielles avaient annoncé un bon score des Kurdes, puisque finalement, l'autre nouvelle de cette élection présidentielle, c'était le score qu'avait fait Selahattin Demirtas, le leader du parti kurde, le leader du HDP, de ce parti qui défend la cause kurde. Et ce parti va passer la barre des 10% aux élections de juin 2015 et va empêcher l'AKP d'avoir sa majorité absolue. Et c'est là encore une contestation de l'AKP, parce qu'il a toujours eu sa majorité absolue, et là il ne l'a pas, et donc il y a 3 mois de débat et pour tenter de mettre sur pied un gouvernement de coalition, que d'ailleurs Recep Tayyip Erdogan fait échouer, et finalement l'AKP gagne les élections, mais entre-temps, je dirais que le mouvement, le processus de paix qui tendait à résoudre la question kurde est remis en cause et finalement l'AKP revient au pouvoir avec une majorité absolue. Et depuis, on a eu finalement cette marche accélérée vers la présidentialisation. Recep Tayyip Erdogan a éliminé son premier ministre Ahmed Davutoglu parce qu'il trouvait qu'il était trop timoré, en tout cas parce que tout simplement, je pense qu'il n'était pas favorable à cette présidentialisation. Et d'une certaine manière, parallèlement, on a eu une croissance des atteintes aux libertés. Je crois que c'est parce qu'on voulait contrôler beaucoup plus la société, qui avait montré que, en particulier la société civile, les mouvements civils, les mouvements de contestation existaient et qu'ils pouvaient justement être un contre-pouvoir important. Et donc, je crois que depuis 2013, on a eu de cesse que de contenir ces risques de contestation dans la société turque. On a vraiment l'impression, à vous entendre, que c'est vraiment la personnalité d'Erdogan qui a joué dans le durcissement de la politique de l'AKP, et aussi que plus il y a de la contestation, et plus ça durcit. Donc finalement, même avec ce référendum, vous l'avez dit, la majorité n'était pas non plus, c'était 51%, c'est pas une énorme majorité, donc on peut s'attendre à encore un durcissement parce que l'AKP sait qu'il y a quand même un grand mouvement contestataire, même si c'est pas forcément un mouvement contestataire qu'on peut voir, mais ne serait-ce que dans les urnes, ça s'est révélé. Il faut bien voir que le phénomène de présidentialisation, ce qui explique la présidentialisation et cette réforme, au bout du compte, renforçant les pouvoirs de l'exécutif, et en particulier le président de la République, en faisant la seule tête de l'exécutif, c'est très largement la carrière de Recep Tayyip Erdogan. Lorsque justement il est élu président de la République en 2014, c'est un petit peu parce qu'il est arrivé au bout de ses mandats de député qui lui permettent d'être Premier ministre. Il a gagné 3 fois les élections législatives, en 2002, en 2007, et puis après en 2011. Et là, en 2014, quand il se présente à l'élection présidentielle,
bon, la question est de savoir s'il va repiquer à nouveau comme Premier ministre en 2015, après les élections de 2015. Donc, il se présente en grande partie parce que finalement, voilà, il veut en quelque sorte changer de spectre. Et pour changer de spectre et pour ne pas apparaître comme un Premier ministre en quelque sorte éculé au bout du rouleau, eh bien, il transforme le système. Et donc, il se présente d'abord à l'élection présidentielle et puis il explique que finalement, il ne se présente pas pour être un président arbitre comme les présidents précédents, un président qui inaugure les chrysanthèmes. Il dit lui-même d'ailleurs qu'il ne veut pas être un président pot de fleurs, qu'il va être un président politique. Et ensuite, comme malgré tout est obligé de respecter les règles, c'est-à-dire de démissionner du parti, donc d'être, bon, il n'est plus membre du parti, n'est plus leader du parti, mais en même temps, il est toujours aussi actif politiquement. En 2015, au départ, c'est lui qui fait la campagne électorale. Et bien évidemment, son idée, c'est de transformer le régime. Et ça, il va mettre 2 ans pour y parvenir. Enfin, un peu plus de 2 ans, même près de 3 ans pour y parvenir. Et l'idée est bien sûr, enfin dans ses discours, on voit bien que Recep Tayyip Erdogan se projette dans les années 2020 pour le centenaire de la République, même effectivement. Ce que va lui permettre cette réforme, c'était aussi de remettre les compteurs à zéro, c'est-à-dire s'il se fait élire, s'il parvient à se faire élire en 2019, eh bien, c'est à ce moment-là, il aura encore 2 mandats, donc on a expliqué qu'il pourrait aller jusqu'à 2029. Donc on est parti, je dirais, effectivement, dans cette débauche de pouvoir, dans cette espèce de fièvre du pouvoir, cette espèce de fuite en avant auquel on assiste depuis quelques années, même si, effectivement, il y a aussi une contestation qui est assez vive. On l'a vu, on a vu que pour les élections, il a gagné malgré tout de justesse, en plus avec une élection où c'est assez rare en Turquie, il y a eu quand même des fraudes qui étaient importantes, hein, qui ont peut-être porté sur 2 millions de voix. Bon, alors ça concernait peut-être pas l'inversion des votes, mais enfin quand même, il y a un doute quand même sur cette élection. Et puis, on a vu aussi, malgré tout, des mouvements se manifester. On le voit actuellement, hein, il y a quand même des manifestations contre l'emprisonnement des journalistes. Il y a des manifestations dans différents secteurs de la société. Il y a une situation qui est quand même très explosive dans le sud-est de la Turquie. Hein. Il y a eu aussi. On voit des grèves de la faim aussi, là, je pense. Il y a des grèves de la faim, notamment des gens qui ont été réprimés, qui ont été licenciés de leur poste. Il y a également, il y a eu des mouvements de femmes importants, hein, au cours des dernières années. Notamment le mouvement contre l'avortement. Bon, c'est vrai que c'était en 2012, donc à une époque qui était plus ouverte qu'aujourd'hui, mais quand on regarde depuis le coup d'État, justement, les mouvements de femmes sont parvenus à faire retirer une loi qui avait été proposée et qui, malgré tout, aboutissait à favoriser les mariages forcés. Donc, c'est assez incroyable de voir que finalement, ces mouvements de femmes, même dans un contexte très répressif qui est celui qui prévaut depuis le coup d'État, sont arrivés à se mobiliser, à faire reculer finalement le gouvernement, l'obliger à repousser une loi. Donc, si vous voulez, il y a quand même une société civile qui reste active, même si il faut bien dire que c'est notamment depuis le coup d'État, on est passé dans un système qui est quand même répressif. Je pense qu'on est passé dans un autre système, il faut bien le dire, depuis le coup d'État, notamment avec ces purges qui ont touché plus de 100 000 personnes, des gens qui se retrouvent dans des situations très difficiles, la réapparition finalement d'une opposition, si ce n'est d'une opposition, mais en tout cas de gens qui sont en exil pour des raisons politiques, ce qui avait, si ce n'est disparu, mais qui s'était considérablement atténué
dans la première partie des années 2000. Bon, là, on est avec des gens, des demandeurs d'asile politique qui sont, bon, certes, ça continuait à concerner les Kurdes, c'est vrai, mais on est actuellement dans une situation, voilà, avec des militaires, des universitaires, des gens qui demandent l'asile politique ou qui ne peuvent plus rentrer en Turquie. Donc ça, c'est une situation, à mon avis, qui, si vous voulez, je trouve on s'en est peut-être pas assez rendu compte, mais qu'on est rentré une autre phase en Turquie avec un régime qui est plus qu'un régime interlope, maintenant un régime véritablement répressif. Donc, à voir effectivement comment ça va évoluer. Nous allons en rester là-dessus pour ce podcast. Merci beaucoup en tout cas Jean-Marc Roux, d'avoir accepté d'y participer. Merci à vous. Et quant à tous nos internautes, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8e étage.